Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles, le lifestyle. Dans ce journal, des images que vous n'avez peut-être pas vues, celles des plus grandes stars du jazz américain en visite en Israël. Dans les années 50, le BDS n'existait pas. Les plus grandes figures musicales américaines sont venues dans le pays. Ray Charles avec Ben Gurion, Nina Simone qui chante en hébreu. Un spécialiste de la musique américaine vient de sortir un livre consacré aux légendes du jazz et à leur rapport à l'État hébreu. Nous le recevons. Au sommaire également du cinéma d'animation avec un focus sur le film Adama. C'est un conte initiatique, la première production faite dans l'île de la Réunion. Objectif, faire travailler les talents locaux de l'île. Et puis enfin, nous irons à New York où se termine le salon du mariage. Les couples divorcent, mais les femmes veulent toujours des robes de mariée. Quelles sont les tendances? Eh bien, dans la Big Apple, ce sont les designers israéliens qui donnent le ton. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Où en est la foire d'art contemporain à Paris? Eh bien, l'entrée au public est à 35 €, 40 s'il veut visiter les deux sites parisiens. Un public de voyeurs plus que d'acheteurs. Les ventes qui atteignent des proportions colossales se font désormais en privé. La plupart sont déjà faites. Le marché de l'art contemporain a pris des proportions monumentales ces 10 dernières années. Paris, en France, a réussi à s'imposer sur la scène des plus grandes foires comme Bâle ou Miami. Paradoxalement, pour cette édition, eh bien, sur les 174 galeries présentes à la FIAC, eh bien, la France n'en représente que 42. On va entrer maintenant dans l'univers du jazz avec la sortie d'un magnifique ouvrage consacré aux légendes du jazz qui sont venues jouer en Israël. C'est en hébreu, mais c'est titré Jazz, les 50 premières années. C'est publié aux éditions Stematsky et nous sommes avec son auteur, Yair Dagan. Bonjour, merci beaucoup Yair d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Est-ce que c'est votre façon à vous, en ayant sorti ce livre, de casser les idées reçues et de montrer que dans les années 50, toutes les stars venaient facilement en Israël? Well, at that time, as a matter of fact, the fight was against communism. À cette époque, l'ennemi commun était le communisme. De nombreuses stars venaient alors avec le soutien du gouvernement américain. Ils ont envoyé beaucoup de stars dans les pays d'Europe de l'Est, juste pour leur faire découvrir la culture américaine. À cette époque, il n'y avait pas de boycott sur Israël. En fait, je n'ai pas écrit ce livre pour des raisons politiques, mais par amour pour ces musiciens qui sont mes héros dans les années 70. The love for the musicians that were my culture heroes back in the 70s when I started to be a jazz fan. Oui, on sent bien le fan que vous êtes. Le livre est extraordinaire, il est truffé d'images, de photos. Et nous, on a une petite vidéo qu'on aimerait passer. C'est la venue de Ray Charles en Israël. Si vous voulez bien, on la regarde et puis vous nous expliquez après comment il est venu et qu'est-ce qu'il a joué. Extraordinaire, Ray Charles avec Ben Gurion au mur. Comment s'est passé son concert? Ray Charles came here with as a matter of fact, they came with a filming crew to make a movie about. En fait, Ray Charles est venu avec une équipe de tournage pour faire un film sur sa venue en Israël. Ce film s'appelle L'âme de la Terre Sainte. Son premier concert a eu lieu à Jérusalem, mais ils ont mis 1 heure pour mettre en place le matériel et les caméras. Mais la foule était bien présente. Il a vraiment rendu visite à David Gurion dans le kibbutz de Sde-Boker. Ils ont chanté Hava Nagila ensemble. C'était un grand moment pour eux pendant sa première visite en 1972. Il est revenu en Israël après. Alors, à propos de tubes nationaux, je propose qu'on écoute une autre grande star, une autre grande légende. Elle s'appelle Nina Simone et elle interprète en hébreu une chanson du patrimoine israélien. On va l'écouter et puis vous allez nous expliquer ça. Merci.
Comment, c'est formidable à entendre, comment Nina Simone s'est approprié ce titre-là et pourquoi? Most of the black singers that came to Israel, Lena Horne and La plupart des chanteurs noirs qui sont venus en Israël dans les années 1950, Lena Horne, Aretha Kitt ou Hazel Scott, ont tous chanté en hébreu. C'est très intéressant, ils ont tous appris au moins une chanson en hébreu pour leur public. Ils devaient penser que ça enthousiasmerait leur public, je suppose. Car ce public venait écouter du jazz, pas Ava Nagila. Mais c'est très sympa qu'ils aient cherché à adapter des chansons en hébreu. Nina Simone a fait un concert solo en Israël. As well as Nina Simone, she did a solo concert, by the way, in Israel. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Mais à votre avis, ça vient d'où? Est-ce que vous pensez que c'est lié, je ne sais pas, au gospel, à Israël côté chrétien? D'où ça vient, ce lien finalement entre la langue hébreu, le pays Israël et ces légendes du star, selon vous? It could very well be, because even B.B. King and Ray Charles and Nina Simone, they had a... C'est tout à fait possible car les B.B. Kings, Ray Charles et Nina Simone ont fait une visite spirituelle en Israël. Ils ont visité les lieux saints et y ont pris des photographies. On a même vu Ray Charles mettre un mot dans le mur des lamentations. Je pense qu'ils ont tous pris plaisir à cette atmosphère israélienne, d'où l'enthousiasme de chanter en hébreu. Je veux dire un mot de la connexion entre la musique israélienne et le jazz. Depuis la fin des années 60, les artistes israéliens influencent l'univers du jazz. Le titre The Jazz Workshop d'Albert Piamenta est sans doute le premier morceau ethno-jazz au monde. Western with Eastern music together, with Arab music, and it sounds great today. Oui, c'est formidable. J'ai une dernière question, Yair Dagan. À l'époque, dans les années 50, la plupart de ces stars du jazz étaient noires et elles militaient contre le racisme aux États-Unis. Quid de la situation en Israël dans les années 50, lorsqu'ils sont venus jouer ici? Comment ça se passait? Comme Lana Anton, de nombreux musiciens noirs sont venus en Europe, se sont installés à Paris pour la plupart, ou en Allemagne. Ils aimaient vraiment le public européen, et il est important de dire que la population israélienne venait principalement d'Europe au début. Mais plus intéressant encore, le Parti socialiste qui était alors au pouvoir a approuvé la musique jazz. Rien à voir avec l'Union soviétique, mais... C'était pas une musique de sauvage. Oui, ils voulaient des mélodies russes et hébraïques. Et des musiciens comme le pionnier du jazz, Mel Keller, était un véritable missionnaire. Il allait de kibbutz en kibbutz dans sa voiture avec son quartet pour jouer aux habitants du kibbutz. Et ils ont aimé ça, même si c'était improbable. On resterait des heures. Merci beaucoup, Yair Dagan. Je rappelle, bon, alors c'est en hébreu, on vous souhaite qu'il soit traduit en anglais ou en français. Voilà, c'est l'histoire des légendes du jazz des années 50 en Israël. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. À suivre, le mariage à New York et le premier film d'animation 100% réunionnais. Mais tout de suite, Sylvester Stallone qui vend son armoire. C'est le highlight de Léa Bouchoucha. Vous rêvez peut-être des gants de boxe de Rocky ou de la veste militaire de Rambo? Costumes, accessoires, scripts originaux et objets personnels de Sylvester Stallone, 800 lots seront mis en vente aux enchères à Los Angeles en décembre prochain. Parmi eux, la veste en cuir noir qui portait dans le premier Rocky, ou encore le peignoir blanc avec le nom Balboa gravé dans le dos. 60 de ces pièces ont été exposées à New York avant la vente prévue à Los Angeles du 18 au 20 décembre, mais aussi en ligne. La vente pourrait rapporter plusieurs millions de dollars. Un Noël avant l'heure pour les fans de Sylvester Stallone.
En ces temps de divorce inévitable, eh bien, le mariage a toutefois la cote. Les couples divorcent, mais les femmes veulent quand même des robes de mariée. Oui, mais lesquelles? Le marché du mariage représente des sommes colossales. Bon nombre de salons à travers le monde proposent des services, des fleurs, des dragées et bien évidemment de la mode. L'un des plus importants de ces salons se tient à New York. Notre correspondante aux États-Unis, Danielle Ziri, a donc été enquêtée pour nous. Résultat, dans la Big Apple, eh bien, ce sont des designers israéliens qui donne le ton. Ça a commencé quand j'ai fait la robe de mariée de ma petite sœur. Et puis juste après le mariage, on a reçu une autre commande et une autre commande et encore une autre demande. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mon style est très, je dirais, bohémien, très léger. Comme pour Yoav, c'était la première fois que Limor Rosen faisait défiler ses robes dans un événement international. Je viens d'une grande lignée de créateurs. Ma grand-mère était créatrice de mode, donc j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi. J'aime bien quand on doit donner un second coup d'œil à une robe. Vous la regardez, vous pensez avoir compris, mais vous la regardez une seconde fois et vous trouvez plein de choses que vous n'aviez pas remarquées. Des matières fluides, de la légèreté, des perles et même des crop tops. L'ambiance vintage et ce que les créateurs appellent le beau glamour est très caractéristique des robes israéliennes. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour des créateurs israéliens. On apporte quelque chose de frais, de nouveau. Mais il n'y a pas que l'esthétique qui fait que les Israéliens se démarquent. Les créateurs israéliens savent prendre des risques. Ils vont plus loin dans leur création et n'ont pas peur d'aller à l'extrême. Israël est un petit pays, certes, et si vous voulez réussir, il faut vraiment pousser vos limites. Les autres créateurs sont plus classiques, européens. Ils préfèrent attendre que ceux qui aiment ce qu'ils font viennent à eux. Avec les créateurs israéliens, personne n'attend quoi que ce soit. Même dans un monde où le divorce paraît de plus en plus fréquent, l'industrie du mariage génère près de 54 milliards de dollars par an aux États-Unis. Et 7% de ce budget est uniquement consacré aux robes de mariée. Le taux de divorce est en réalité un avantage pour les créateurs de robes de mariée. Pourquoi n'avoir qu'un seul mariage quand vous pouvez en avoir deux? Pour les jeunes créateurs israéliens, la Bridal Fashion Week n'est que le début. Ils rêvent en grand et se voient déjà ouvrir leur boutique à New York, aux côtés des plus grands noms de la mode nuptiale. Et nous, eh bien, on divorcera jamais, Laetitia. Ça, il faudrait déjà se marier. Voilà. Bonjour, Madame Sidema. Vous faites un focus aujourd'hui sur un magnifique film d'animation, Adama, l'histoire d'un petit garçon d'Afrique de l'Ouest qui cherche son frère. Tout à fait. Voilà, c'est une histoire que la plupart des Français ignorent, l'engagement des tirailleurs sénégalais au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, Adama, ça s'inspire d'une histoire vraie, celle, comme vous l'avez dit, de ce petit gamin africain à la recherche de son grand frère qui est enrôlé dans l'armée française lors de la Grande Guerre. Alors d'un village gorgé de soleil, il va se retrouver dans les combats boueux de Verdun, un môme malin qui vit un périple fascinant. On a les images, on les regarde tout de suite. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai son bain. Reviens ici. On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu voulais monter au nord ou pas mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y Adama. Et quand elle s'effondrera...
Alors, c'est du dessin animé, mais c'est pas tout à fait du dessin animé, c'est une technique particulière, on dirait. C'est une technologie de pointe. Simon Roubi, qui est le réalisateur, va mettre 7 ans à la développer, ce projet. C'est un mélange de sculpture, de dessin, de 3D, de capteurs de mouvement. Les visages des personnages ont été sculptés dans l'argile avant d'être scannés et travaillés sur ordinateur ou grâce à ce qu'on appelle le Cyberdome, qui est un outil novateur qui permet de capturer en 3D et en temps réel les mouvements des acteurs. Alors, tout a été entièrement réalisé sur l'île de la Réunion dans les studios Pipangaï. C'est puissant, c'est original et c'est un film que vous gagnerez à découvrir, et nos téléspectateurs également. Adama, donc un premier film d'animation 100% made in Réunion. De la Réunion. Merci beaucoup Laetitia. Voilà, eh bien, c'est sur Adama qu'on va se quitter. Nous, on va se retrouver demain pour un nouveau journal de la culture. Merci à vous d'être fidèles au programme d'I24 News. Je vous rappelle bien évidemment, vous pouvez regarder ces émissions comme le reste de l'antenne en replay sur notre site internet. Merci, à demain même heure.